La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2026. Ce matin, le titre c'est coup de froid sur les puces, coup de cœur pour Warsh. Les vagues haussières et baissières se succèdent sur les marchés actions. C'est le signe que les investisseurs ont besoin de nouveaux catalyseurs pour faire progresser les indices au-delà des records qui ont été touchés à la fin du second trimestre. Il pourrait s'agir des résultats du T2 justement, dont le lancement est prévu la semaine du 13 juillet avec une centaine de grandes entreprises européennes et américaines. Pour les amateurs de calendrier, je souligne toutefois que PepsiCo essuiera les plâtres dès le jeudi 9 juillet. En attendant, les semi-conducteurs continuent à faire la pluie et le beau temps sur la couleur des indices, à défaut d'embarquer les autres secteurs dans leur folle sarabande. Un nouveau scénario a pris corps hier, ou plutôt un des scénarios du marché a connu un rebondissement que je vais développer juste après. L'autre déterminant de la séance boursière de la veille, c'est la seconde sortie publique du nouveau président de la Fed depuis son intronisation, dont je dirais aussi quelques mots dans la foulée parce qu'elle en dit long sur le personnage. Retour donc sur les puces pour commencer, puisque ce terme est en train de reprendre le dessus sur Donald Trump et Détroit d'Ormuz au pinacle des expressions les plus utilisées de l'année. Hier, Meta Platforms a annoncé la création d'une activité d'infrastructure cloud, c'est-à-dire mettre à disposition des capacités de calcul à distance à n'importe qui. L'objectif, c'est de louer ces capacités surnuméraires. L'annonce a fait bondir l'action de Meta de 8,8%. Mais bon, les connaisseurs du secteur et certains oiseaux de mauvais augure ont tout de suite vu le revers de la médaille. Alors primo, Meta va entrer en concurrence avec les sénateurs du secteur comme Amazon, Alphabet et consorts, mais aussi avec les nouveaux entrants aux épaules un petit peu moins robustes comme CoreWeave, qui a d'ailleurs plongé de 14% hier. Soit, mais secondo, les spécialistes ont aussi tiqué sur l'utilisation de l'expression capacité de calcul excédentaire. Et là, évidemment, ça pose la question, les hyperscalers seraient-ils vus trop grands dans le déploiement de leur capacité IA? Et si c'est le cas, ne risque-t-il pas d'y avoir des surcapacités un petit peu partout? Et dans cette hypothèse, la demande de puces ne va-t-elle pas s'effriter? La conséquence directe, bien sûr, c'est un gros décrochage de plus de 10% en bourse pour des entreprises comme Micron, SanDisk, KLA, Nebius, Teradyne ou encore Corning. Les effets de balancier sont violents et un petit peu imbéciles actuellement sur les marchés. Le Nasdaq 100 n'a lâché que 1,5% hier à la clôture grâce au rebond du secteur des logiciels. C'est un mouvement qui est un peu trivial puisque depuis des mois on oppose IA, c'est-à-dire les puces et logiciels, et généralement quand l'un s'étale lamentablement, l'autre monte. C'est ce qui s'est passé hier. Le S&P 500 lui, il n'a cédé que 0,2%, ça c'est le signe que la guéguerre entre les puces et les logiciels qui a embrasé le Nasdaq était presque un jeu à somme nulle pour l'indice large. Les autres secteurs plus traditionnels ont eux été soutenus par la seconde sortie publique du nouvel homme fort de la Fed, Kevin Warsh. Il est habile, le bougre, et est très éloigné des costumes que les uns et les autres voulaient lui faire endosser. Ses débuts en font une sorte d'adulte dans la pièce face à l'administration Trump d'un côté et aux Cassandres de l'autre, un petit peu d'ailleurs comme le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, qui est une sorte de gyroscope de l'action économique de la Maison Blanche. L'avenir nous dira si Warsh maintient son cap actuel, mais son démarrage est convaincant. Lors d'une table ronde organisée par la BCE hier au Portugal, il a tenu un discours rassurant pour les marchés, et je veux dire là à la fois pour le marché obligataire qui aime bien une certaine rigueur et pour le marché action qui veut aussi de la souplesse. Concrètement, il a expliqué que le risque inflationniste est en baisse, mais qu'il conserve pour objectif de ramener l'inflation à 2% contre à peu près le double actuellement. Traduction, il ne fera pas n'importe quoi sous la pression des uns et des autres et il respecte le mandat et l'indépendance de l'institution. Pour le reste, il a confirmé les chantiers destinés à améliorer l'efficacité de la Banque centrale, notamment sur la qualité des données récoltées, et il a refusé une fois encore de jouer les augures. Le patron de la Fed ne donnera pas d'indications prospectives sur la politique monétaire, contrairement à ses prédécesseurs. Le message, lui, il est suffisamment explicite pour comprendre qu'il agira par rapport à la courbe des taux, ce qui devrait plaire au marché obligataire. Warsh n'a d'ailleurs pas manqué hier de souligner que depuis son premier discours, les rendements de la dette US avaient reculé. Ça en dit long sur le marché auquel il parle vraiment. Le reste de la place financière est séduite parce qu'elle considère qu'une Fed apaisée et bien gérée est une condition sine qua non à la performance financière. Le programme boursier du jour comprend surtout la ligne du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié un jeudi au lieu d'un vendredi pour cause de jour férié demain outre-Atlantique. La fête nationale du 4 juillet tombant un samedi, c'est le jour précédent qui est férié. C'est un système qui est un petit peu plus malin que dans d'autres pays. Coucou la France. Le pétrole, lui, il a poursuivi son reflux avec la tenue des discussions de paix entre l'Iran et les États-Unis et la confirmation d'une montée en puissance du trafic maritime dans le golfe Persique. Côté Asie-Pacifique ce matin, où les puces pèsent actuellement bien plus qu'ailleurs,
ailleurs, le Nikkei 225 lourdement lesté en valeur technologique perd 1,5%. On notera quand même que l'autre grand indice local, le Topix, progresse dans le même temps de 0,7%, signe que le reste de la cote se comporte bien un peu comme aux États-Unis. En Corée du Sud, où les contre-pouvoirs aux géants de la tech sont plus diffus, le Kospi plonge de 4,9% à l'heure où j'enregistre. Taïwan, qui est surexposé à TSMC, recule de 0,8%. À l'inverse, l'Australie, avec son économie plus traditionnelle, termine proche de l'équilibre et l'Inde gagne 0,4%. Côté Hong Kong, qui bénéficiait hier d'un jour férié, on reprend en hausse de 1%. L'Europe est attendue proche de l'équilibre avec un léger biais haussier. On passe à l'actualité des sociétés en commençant par la France où Bouygues Construction rachète Vanneuil Construction aux États-Unis. Airbus s'allie à Brave One pour accélérer l'innovation de la défense en Ukraine. Michelin a finalisé le rachat du groupe américain Textech. Stellantis affiche une croissance supérieure au marché italien en juin, tandis que les ventes du groupe aux États-Unis progressent de 5% au S1 2026. Sodexo a publié ce matin avec son exercice décalé et relève son objectif de croissance après un T3 meilleur que prévu. SPIE acquiert Nimeg, une société suisse spécialisée en ingénierie pour les industries pharmaceutiques, biotech et chimiques. Technip Energy a finalisé son programme de rachat d'actions. Argan a légèrement relevé son objectif de revenus locatifs pour 2026. 2CRSI engage une procédure de vérification indépendante relative à son contrat allemand. Ubisoft a nommé Christophe Hartmann directeur général de la maison de création 2. Eric Teilhard est nommé directeur général délégué de Pizzorno. Unify met en œuvre un contrat de liquidité et KNDS reporte son IPO en bourse à cause des conditions de marché. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Les principales publications du jour, ce sont Sodexo, ST Dupont, Fontaine Pajot et Dolphin. Ailleurs en Europe, Aleon accélère la transformation basée sur l'IA via un partenariat de 5 ans avec Microsoft. Swiss Life a finalisé le rachat de Telis en Allemagne. Novartis a obtenu le feu vert de l'UE pour un traitement de l'amyotrophie spinale et TPI Cap finalise l'acquisition de Vantage Capital Markets. En Amérique du Nord, Apple est en discussion pour l'achat de puces mémoire auprès de 2 entreprises chinoises qui doivent être validées par les autorités américaines. Le groupe prévoit par ailleurs de nouveaux iPad Pro et MacBook Pro d'entrée de gamme repensés pour 2027. Constellation Brands publie des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais ne rassure pas vraiment les investisseurs. Elon Musk a démenti une information du Wall Street Journal sur un prototype de téléphone IA lancé par SpaceX. Lockheed Martin a décroché un gros contrat de près de 350 millions de dollars avec l'armée américaine. Viper Energy finalise l'acquisition de Riverbend et OpenAI a discuté avec le gouvernement américain d'une participation de 5% à son capital selon le Financial Times. Ailleurs dans le monde, BYD est en passe de ravir à Tesla le titre de premier vendeur mondial de voitures électriques. La Chine a restreint certaines cargaisons de minerais de fer de Fortescue sur fond de tensions dans les négociations entre les deux pays. Alibaba versera 600 millions de dollars pour clore une enquête américaine sur la vente de médicaments. SoftBank relance les discussions pour un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI. BHP sollicite un permis de 1,5 milliard de dollars pour ouvrir la mine de cuivre de Cerro Colorado au Chili. Les ventes de Honda aux États-Unis ont bondi de 17% sur un an en juin et Northern Star nomme Suresh Vadnagra directeur général et président. C'est terminé pour ce point de marché. Je vous souhaite une très bonne journée.